Bon, alors première vidéo 2019, je vous souhaite bien évidemment une très bonne année. J'espère que vos fêtes de fin d'année se sont très bien passées. Donc comme la majorité des gens sur YouTube, je vais faire voilà quelques vidéos bilan 2018 et bien évidemment aussi ma palle pour l'année 2019. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter les gros coups de cœur que j'ai eu cette année 2018 en me concentrant plus particulièrement sur les sagas que j'ai terminées ou les sagas que j'ai découvertes en 2018. Donc je ne vais pas parler de l'épouvanteur étant donné que je l'ai découvert il y a plus longtemps que ça et que je ne suis pas à jour, enfin bon. Voilà, je vais essayer de diversifier parce qu'en plus j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça. J'ai donc 5 sagas à vous présenter, je commence de suite avec la saga Endgame. Alors le premier qui se nomme L'Appel, le deuxième qui se nomme La Clé du Ciel et Les Règles du Jeu. Écrit par deux auteurs qui sont James Frey et Niels Johnson Selton, et là j'ai les éditions J'ai lu. Alors j'en ai pas parlé beaucoup sur ma chaîne parce que je l'ai commencé cette saga avant de faire des vidéos, mais j'ai fini du coup cette saga et donc j'ai lu le troisième tome début 2018, je crois que janvier-février dans ces zones là. Donc je vais vous en toucher quelques mots aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que Endgame? C'est alors je me souviens que lorsque j'en ai parlé en vidéo en janvier-février, j'avais énormément galéré pour faire le résumé, mais en gros ça se passe dans notre monde de nos jours. Et une épreuve est déclenchée par des êtres qui nous sont supérieurs et qui se disent avoir créé le monde, patati patata. Et cette épreuve est normalement déclenchée quand voilà, les extraterrestres décident qu'il n'y a plus d'espoir sur Terre, que l'humain a tout simplement saccagé la planète. Donc cette épreuve qui se nomme Endgame est censé voilà, raser une bonne partie de la population à la Thanos quoi. Et du coup pour savoir qui c'est qui doit survivre ou non, il y a 12 clans répartis sur le monde qui doit envoyer un candidat, et ce candidat doit résoudre 3 énigmes pour obtenir des clés, et la personne qui aura les 3 clés en sa possession déclenchera Endgame tout en préservant sa lignée, sa tribu et les personnes qu'il aime. Enfin, il y aura que cette voilà, cette famille qui résistera sur cette terre et qui peuplera du coup le nouveau monde. Donc du coup pendant ces 3 tomes nous allons suivre les 12 candidats qui vont très rapidement voilà, diminuer, parce que Endgame c'est pas folichon hein. Il faut certes résoudre des énigmes, mais c'est aussi des combats à mort, tout simplement. C'est à celui qui trouvera les clés pour préserver son peuple. Alors au début quand j'ai commencé cette saga, j'avoue que j'étais assez sceptique parce que voilà, cette histoire d'extraterrestres qui se dit avoir créé la Terre et patati et Endgame machin, voilà, il fallait que ça tienne la route, et j'avoue que les auteurs se sont plutôt bien débrouillés parce que j'ai beaucoup accroché, et ce mixte surnaturel avec le monde réel est plutôt accrocheur, voilà, est plutôt bien fait. Du coup j'ai beaucoup aimé lire ces 3 tomes. De mémoire, le premier tome a été un gros coup de cœur, c'est pour ça que j'ai continué. Le deuxième tome un peu moins, mais bon c'est un peu comme tous les deuxièmes tomes j'ai envie de dire. Et le troisième tome, l'apothéose, une bombe atomique qui sortait de nulle part, et que voilà, ça a été c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup, mais genre beaucoup aimé cette saga. Les personnages, il y en a qu'on déteste, il y en a qu'on adore, mais bon, c'est la pluralité. Voilà, au début ils sont 12, à la fin beaucoup moins, comme je le disais. Mais voilà, ils ont tous une culture différente, étant donné qu'ils viennent de partout. Il y en a qui viennent de Chine, du Japon, d'autres d'Afrique, de Mongolie. C'est vraiment très vaste, et voilà, chacun a sa manière de penser qui peut nous plaire ou non, mais voilà, c'est ça qui fait ce roman, c'est qu'on va beaucoup s'attacher à certains personnages, d'autres vont nous intriguer énormément alors que au fond on les déteste un peu parce que voilà, toi tu penses comme ça, c'est pas normal, c'est non, c'est non. D'autres voilà, qui nous laissent complètement indifférents, et je pense que c'est plus ou moins voulu parce qu'ils restent pas bien longtemps dans l'histoire. Mais donc voilà, l'intrigue quant à elle, voilà, c'est beaucoup de messages comme quoi voilà, c'est Endgame, est déclenché parce que voilà, les extraterrestres pensent qu'on a saccagé notre planète et du coup il faut repartir sur de bonnes bases entre guillemets. Donc voilà, il y a beaucoup de messages écologiques comme quoi il faut prendre soin de notre planète étant donné qu'on en a qu'une, et que voilà, on est tous locataires de
de la Terre finalement. Et donc tout du long, Endgame, à chaque fois qu'une énigme va être voilà résolue, va déclencher plus ou moins voilà des tornades, des cataclysmes très majeurs, voilà des éruptions volcaniques à tuer des millions de personnes. Et du coup, beaucoup de candidats vont se demander est-ce qu'on fait ou pas Endgame finalement, parce que certes ils ont été entraînés toute leur vie pour cette épreuve, mais est-ce que finalement on doit réellement s'en remettre à des extraterrestres qui débarquent de nulle part? Du coup, il va y avoir des alliances qui vont se faire sur est-ce qu'on fait un game ou non, est-ce qu'on tue des gens ou non, parce que certaines personnes vont être très rébutées à l'idée de tuer des êtres humains, même si, comme je le dis, ils ont été entraînés toute leur vie pour ça. Il y en a qui sont hyper doués avec les armes à feu, d'autres qui avec les épées, c'est voilà très pluriel encore une fois. Mais du coup, voilà, il y a des personnages qui vont avoir plus ou moins d'importance en fonction des tomes, et qui vont voilà nous montrer leur vision du monde quelque part et voilà leur façon de penser. Est-ce que je tue ou pas cette personne là parce que à sa place elle me tuerait? C'est très voilà, ça m'a beaucoup secoué ce genre de lecture, et les auteurs sont géniaux parce que on n'a pas le temps de se reposer. Il y a beaucoup de choses, c'est très rythmé, c'est très voilà, c'est très court, c'est très... Ouais, on est tout le temps dans l'action et c'est énorme. Franchement, j'ai jamais eu un temps un temps mort, quelque part, en lisant ce livre. Et le tome 3, ce tome 3 là, lui, mais c'est... Quand je dis que ça a été la bombe qui sortait de nulle part, c'est que la fin m'a juste laissé sur le cul. Parce que je m'y attendais pas à ce genre de fin. Je m'étais fait tout un truc, je me souviens, sur la fin, et ça n'a pas du tout été ça. Mais c'était cool et j'ai beaucoup aimé voilà le message que donnait l'auteur. Les survivants à Endgame ne sont pas ceux qu'on croit. Voilà, ils apportent beaucoup, je sais pas, de messages positifs quelque part, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'avoue, c'est très cliché ce que je dis. Mais voilà, c'est le genre de livre qu'à la fin tu te dis ouais c'est cool, j'ai bien aimé, même si je suis passée par des horreurs monumentales en lisant les 2 tomes d'avant. Là ça donne le sourire et ça, voilà, ça nous prouve que rien, enfin tout n'est pas perdu et qu'on peut encore faire quelque chose à notre échelle pour voilà, préserver le monde qui nous entoure. Je ne pouvais pas faire un favori 2018 sans mettre un Donato Carrisi. Alors j'aurais pu mettre Malefico, mais ça fait partie d'une saga que je n'ai pas commencé cette année, même si ça peut se lire complètement sans avoir lu Le Tribunal des âmes. Mais je vais vous parler de La fille dans le brouillard, de Donato Carrisi, comme je l'ai dit, et publié ici aux éditions Le Livre de Poche. Vous allez voir, il y a un peu de tout dans ces favoris 2018. Il y a du thriller, il y a de l'énigme, suspense, tout ça. Il va y avoir un romance, mais qu'est-ce que c'est ce top? Donc, Donato Carrisi, celui-là aussi, je l'ai lu en début d'année, février-janvier aussi, dans ces zones-là. Je me souviens que je l'avais mis pour le Cold Winter Challenge, étant donné que ça se passe dans les Alpes. Du coup, dans cette histoire, on suit la disparition d'une fille, elle s'appelle Anna Lou si je me souviens bien, oui c'est ça, qui voilà, a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces. Au début on croit que c'est une fugue, mais voilà, étant donné que l'histoire se passe dans un petit village reculé des Alpes, tout le monde se connaît plus ou moins, et on sait que Anna Lou n'aurait jamais fugué sans raison comme ça. Sauf que voilà, pour résoudre cette disparition, le village a très peu de moyens, aussi bien humains que financiers, du coup l'enquête stagne. Et un beau matin va arriver un enquêteur très connu en Italie, je me souviens plus du nom, Vogel, qui est une star voilà, dans la police, et son arrivée dans ce petit village va voilà, déchaîner les médias, et beaucoup du coup de moyens financiers et humains, comme je le disais, vont être mis en place, parce que voilà, vu qu'il ramène les médias, il ramène forcément de l'argent, et donc beaucoup de moyens vont être mis en place pour retrouver Anna Lou. C'est un one shot, hein, comme ils l'ont fait rarement, et l'auteur veut dénoncer quelque part la place que prend les médias dans une enquête policière, étant donné que certes les médias voilà quand ils vont sur voilà des scènes de crime, c'est pour voilà attirer l'attention des spectateurs, et donc voilà, les spectateurs forcément ils s'intéressent à l'enquête, et ils veulent voir les victimes, la famille, des résultats aussi, et très rapidement. Ce qui fait que même si voilà, toute cette attention qui a été créée par les médias va pousser les policiers à mettre voilà, beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour retrouver cette gamine, et ça a un effet pervers, vu que voilà, les médias vont être sur le dos
aussi bien des policiers que voilà de la famille d'Analou, que voilà, de différents suspects, que ça va leur pourrir la vie. Mais littéralement, Vogel va être suivi quasiment H24 voilà par une journaliste qu'il connaît, mais bon voilà, ça le fait chier. Quand il va se déplacer sur voilà la maison d'Analou pour interroger la famille, ben, les médias vont être plantés devant la maison pendant une semaine jusqu'à les harceler. Et puis alors je vous dis même pas, quand Vogel va identifier un suspect, alors là le suspect il va même pas être capable de sortir chez lui étant donné que les caméras ont investi son jardin, alors que voilà, ce n'est qu'un suspect, normalement voilà, il a la présomption d'innocence. Non, les médias s'en foutent. Donc voilà, au-delà de l'enquête, c'est surtout sur ces aspects psychologiques-là que va jouer Donato Carisi. Et c'est très voilà, flippant, très angoissant, très... On se met directement dans la peau des personnages et c'est la pression que voilà leur mettent les paparazzis est juste colossale. Et voilà, c'est juste un roman monstrueux. Je sais pas pourquoi en fait j'ai du mal un peu avec, parce que Carisi je l'ai connu voilà via le chuchoteur, via le tribunal des arts, qui sont des sagas plus ou moins, même si les tomes peuvent être lire plus ou moins indépendamment. Mais du coup j'avais un peu de mal, il en a écrit un deuxième de one shot comme ça. Mais voilà, j'avais un peu de mal, surtout qu'ils sont quand même petits, du coup je me suis dit est-ce que ça va être aussi bien travaillé que les deux autres sagas qu'il écrit. Donc voilà, je n'ai pas été déçue, au contraire même, comme d'habitude à la fin j'étais en PLS, voilà, j'étais vraiment pas bien, surtout que j'étais plus ou moins heureuse arrivée à la fin étant donné que j'avais découvert le gros, l'histoire. Je m'étais, voilà, pour une fois j'étais là, ah c'est bon, j'ai réussi à rentrer dans la tête et tout, c'est trop bien. Et le dernier chapitre te bouscule tout, te met le cœur en vrac, l'estomac dans les talons. Voilà, je n'ai plus eu foi en l'humanité pendant une semaine. J'étais là, je suis entourée de psychopathes et de meurtriers. Je suis pas bien, non, je veux plus sortir de chez moi. Et donc voilà, un one shot tout simplement renversant que j'ai beaucoup apprécié, que je conseille fortement. Surtout si vous voulez pas vous lancer dans les gros best-sellers de peur d'être déçu. La fille dans le brouillard, c'est vraiment pas mal. Alors je continue de favoriser avec deux sagas fantasy, fantastique, etc. Et donc je sais, je vous ai bassiné avec pendant toute l'année, mais je ne pouvais pas ne pas mettre voilà, Six of Crows de Leigh Bardugo, et publié ici aux éditions Le Livre de Poche. C'est mes chouchous, c'est toute ma vie cette saga, c'est un énorme coup de cœur, une énorme surprise. J'ai tellement aimé cette saga. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'histoire de ces criminels qui vont être engagés pour faire le casse du siècle, hein, c'est-à-dire libérer un prisonnier dans la plus grosse prison du monde quasiment, où voilà, c'est gardé mais comme un coffre-fort, voilà, c'est elle est réputée comme inviolable, et ces bandits vont quand même tenter de faire l'impossible. Et dans le deuxième tome, du coup, c'est les conséquences du premier tome, parce que ça va se passer, peut-être pas comme tout était prévu, mais en tout cas ça va se passer. Bon, déjà il faut que je parle des personnages parce que c'est le gros point fort de cette saga. Les personnages sont juste à tomber par terre. C'est du coup on suit 6 brigands qui se détestent plus ou moins, ou qui s'entendent de manière très cordiale. Et voilà, les 6 personnages ont chacun leur facette, ont chacun leur passé, ont chacun leur particularité, et c'est énorme. Elle est tellement trop bien cette saga, j'ai tellement adoré ces personnages, je me suis attachée à chacun d'entre eux. Bon, bien entendu, voilà, j'ai quelques chouchous, quelques préférés, mais voilà, c'est juste renversant. Voilà, le premier tome m'avait coupé le souffle. Voilà, c'est ce genre de livre que je lis et que je sais pas trop à quoi m'attendre, et que au final c'est un feu d'artifice. Alors le premier tome, malheureusement j'ai eu une erreur d'édition. Ce qui fait que à certains moments, j'avais des pages blanches, j'étais là, il me manque des passages, comment ça se
passe. Bon, il s'avérait que non, il me manquait pas de passages, c'était juste des pages blanches, on sait pas d'où elles sortaient. Mais ça m'a coupé plus ou moins dans ma lecture, mais en y réfléchissant bien comme il faut, c'est un énorme coup de cœur. Hein. Et le deuxième tome, celui-là alors, c'est une navette spatiale. Il se passe tellement de choses dans ce deuxième tome. Et tellement de choses que j'ai pas pu prévoir, même si j'y ai mis mais toute la volonté du monde. Mais voilà, ça m'a remis mon petit cœur. Voilà, la fin est d'une justesse juste énorme. Voilà, j'aurais pas dit mieux. En fait, le deuxième tome, j'ai mis 1000 ans à le finir. Pas parce que ça me plaisait pas, non, j'étais emballée, j'étais bien et tout, mais je me suis rendu compte quand j'arrivais vers la fin que je voulais pas finir cette saga. Que je savais que c'était le dernier tome et que je voulais pas... Voilà, quitter ces personnages et quitter cette intrigue, ce monde, même si voilà c'est pas le meilleur des mondes, voilà ils vivent dans une ville pourrie jusqu'à la moelle, mais voilà ils sont là, ils sont tous les 6, ils se battent pour leurs valeurs, pour protéger les personnes qu'ils aiment, pour l'argent aussi, autant le dire. Et le fait qu'ils arrivent à leur fin en ayant fait d'énormes sacrifices quand même, c'est juste trop beau à voir. Et puis la fin, mais j'étais tellement pas bien. Je lisais mais les pages, mais à 2 à l'heure, j'étais là non je veux pas finir. Mais du coup je l'ai fini et c'était cool. Franchement, je recommande à 100% cette saga. Elle est tellement trop bien, je l'adore. Voilà, je l'adore tellement que je les ai en anglais, que je les ai en Fugo. Voilà. Oui, j'ai fait tout tomber mais je m'en fous. Regardez-moi ça. Je les adore tellement. Oh là là, je les aime d'amour. Donc voilà, je vais finir sur ce message de fangirl complètement assumé. Et je vais parler du coup de la prochaine saga. Donc, la prochaine saga, 4e saga dont je vais vous parler. Je ne sais pas s'il est aussi avec cette année, mais je l'ai découvert en 2018. Et voilà, le tome 3 est dans ma palle. Et il faut que je le lise aussi. Et... c'est un énorme coup de cœur aussi, elle a refait mon année. Mais tant pis, hein, je vais remettre une autre couche au cas où vous ne l'aurez pas compris. Je vais vous parler du coup de la Reine du Tierding avec les 2 tomes qui sont ici. Reine de Cendre et Révolte de Feu. Écrit par Erika Johansen et publié aux éditions ici Le Livre de Poche. Donc là aussi cette saga au même piédestal que Six of Crows. Et encore je l'ai pas fini, hein, waouh. Et tout le monde me dit que le tome 3 ça va être du grand n'importe quoi. Mais voilà. Je vais lire le tome 3 maintenant. Donc, de quoi ça s'agit? Ça s'agit de Kelsea qui a toujours vécu dans une plaine lointaine avec ses parents adoptifs. Et le jour de ses 19 ans, la garde royale l'emmène à la capitale pour qu'elle reprenne le trône vacant de sa mère. Et si jusque-là, Kelsea idolâtrait sa maman qui... voilà, s'est sacrifiée pour son peuple, machin, tout ça, et ben va se rendre compte qu'arriver à la capitale, c'est pas du tout ça, hein. Au contraire, voilà, elle va grandement baisser dans son estime, parce que pour elle, elle a laissé le royaume dans un état, mais dans un état, et elle se dit, c'est moi qui vais devoir réparer tout ça. Yes! Donc Kelsea va devoir rapidement se faire une place dans son royaume et surtout voilà reprendre son trône de manière, pas un coup d'état, mais voilà, je dirais que son oncle ne veut pas lui laisser si facilement que ça. Et voilà, entre temps Kelsea va sans vraiment le vouloir déclencher la guerre avec le royaume voisin, étant donné qu'elle va stopper net une partie de leur traité plus ou moins cordial. Donc voilà, dans cette histoire on va suivre du coup cette héroïne qui va devoir se faire très rapidement une place dans sa cour et qui va devoir aussi apprendre à se faire respecter, à s'imposer, malgré qu'elle ait que 19 ans et que tout le monde la prend plus ou moins comme une gamine, surtout qu'elle débarque plus ou moins aussi de nulle part. Donc voilà, elle va devoir rapidement imposer ses pensées, ses valeurs, pour protéger son peuple et voilà, pour mettre en place des lois qui lui tiennent à cœur. Et tout ça, voilà, avec le royaume mort qui va plus ou moins lui déclarer la guerre. Voilà, très bonne entrée en matière. Alors cette saga, pourquoi c'est un gros coup de cœur? Parce que c'est une saga fantasy comme j'en ai rarement lu, qui est très originale pour le coup. C'est pas un fantasy
fantasy où voilà, il y a un héros et une quête et c'est le héros qui va voyager à travers le pays pour ramener des compagnons et faire sa quête. Non, c'est un fantasy tout ce qu'il y a de plus normal, je dirais, où il y a de la magie, mais il n'y a pas d'être, je dirais pas bizarre, mais voilà, il n'y a pas elfes, il n'y a pas des dragons, il y a non, c'est que des humains. Et surtout que l'auteur met ce monde dans le futur en fait que pourrait être notre société, étant donné que en fait ce peuple-là aurait migré des États-Unis, enfin du monde qu'on connaît, jusqu'à ce monde où il n'y a plus aucune technologie, où voilà, c'est très moyenâgeux quelque part. Et dans le premier tome, on effleure qu'une petite parcelle de cette possibilité que ce soit nos descendants qui auraient conquis de nouvelles terres tout simplement. Et c'est aussi un fantasy original étant donné que cette partie-là est beaucoup plus exploitée dans le deuxième tome et on va traiter de sujets dont je m'attendais pas à la présence en fait dans ce bouquin. On va parler d'homosexualité, on va parler notamment via les visions que va avoir Calcea sur le monde ancien, voilà, de violence conjugale, de viol tout simplement, d'avortement, de beaucoup de sujets qui font que ça m'a surpris de les voir dans un fantasy. Je sais pas d'où ça sortait, mais ça m'a beaucoup plu pour le coup. Ça rendait le récit beaucoup plus mature et beaucoup plus important. Et ça m'a pris plus ou moins au trip, étant donné que ça parlait surtout des conditions des femmes dans notre société actuelle. Et donc cette partie-là rajoute tellement de profondeur que on peut pas ne pas aimer en fait. C'est tellement vrai ce qu'elle dit l'auteur. C'est tellement juste qu'on se retrouve forcément à se poser des questions sur comment va évoluer notre société finalement, et si elle évolue de cette manière-là, on est très mal barré en fait. Les personnages quant à eux sont tous plus attachants les uns que les autres. Calcea des fois m'énerve, des fois je l'admire, mais bon, je crois que c'est son personnage qui veut ça. Elle a 19 ans. Elle veut qu'on arrête de la prendre pour une gamine, sauf que des fois, elle réagit un peu comme une gamine. Mais ça n'empêche qu'elle est courageuse, qu'elle est brave, qu'elle est généreuse, qu'elle est... Voilà, elle met son peuple et la survie de son peuple, notamment, au-dessus de tout. Après, autour de Calcea, il y a toute sa garde, qui gravite autour d'elle. Il y a Massu, il y a Pen, il y a plein d'autres personnages qui sont plus ou moins importants dans le récit. Et qui sont juste, énormes. Le fait que je me souvienne de leur nom est déjà un grand exploit. Donc oui, ça marque beaucoup les esprits. Après l'intrigue, j'aime beaucoup parce que, comme je l'ai dit, c'est pas un récit d'aventure en fait. C'est Calcea qui arrive au trône et qui va devoir imposer sa politique, qui désamorce beaucoup d'aristocrates. Elle va vouloir mettre en place des écoles pour les plus démunis, elle va vouloir que tout le monde ait accès aux soins, que tout le monde ait accès à la culture. Elle va vouloir aussi imposer aussi les riches, qui jusque-là ne payaient aucun impôt. Et aussi il y a toute la politique militaire qu'elle va devoir mettre en place pour affronter le royaume mort, qui eux n'ont plus leur cargaison d'êtres humains et d'esclaves. Du coup ils sont très mécontents. Et après on a toute la partie de Calcea qui se découvre en tant que femme, qui se découvre en tant que reine, qui n'arrive pas forcément à dissocier les deux, mais voilà. Elle fait de son mieux et c'est ça ce qui touche, c'est que elle va faire des erreurs, elle va l'admettre, ce qui est le plus important, mais elle va faire en sorte de pas avoir de regrets surtout, et de surtout ne pas trahir ses valeurs, ne surtout pas finir comme sa mère. Donc voilà, une saga juste à tomber par terre qui... J'adore. Quand tout le monde disait oui, cette saga est trop bien, je me disais ça va me faire comme d'habitude, je vais pas trop aimer, ça va m'énerver. Mais non, non, c'est un énorme coup de cœur. Le tome 3 pour cette année, je l'espère. Non, il y a même pas je l'espère en fait, je vais le lire, c'est tout. Et voilà, le tome 2 se finit mais d'une manière. Petit cliffhanger des familles qui m'a pas laissé bien. Mais voilà, j'adore beaucoup, j'aime beaucoup cette saga, j'aime beaucoup cet auteur, j'espère qu'il continuera à écrire des livres, et bien entendu, les versions anglaises m'intéressent tout particulièrement. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, qui est une romance, oui messieurs dames, une romance. Je vais vous parler du coup de Carrion de Rimbaud-Roel, publié aux éditions PKJ. Voilà, c'est la seule romance que j'ai... Non, c'est pas la seule romance que j'ai vue cette année, mais c'est la seule romance que j'ai fini avec un énorme sourire aux lèvres en me disant ça c'était cool, ça j'ai aimé. Donc Carrion, c'est une romance gay qui prend place dans son livre intitulé Fangirl, étant donné que Carrion est la fanfiction qu'écrit Kat dans Fangirl. Et donc bon, alors déjà je me répète encore une fois, mais le concept d'un livre qui est écrit par un personnage de fiction, c'est
c'est scandaleux. C'est énorme, franchement. Mais quelque part, heureusement qu'elle a pondu cette pépite parce que voilà, on ne serait passé à côté d'une très très belle histoire. Alors je sais que ce livre a rencontré beaucoup d'avis mitigés. Il y en a qui l'ont pas trouvé transcendant, d'autres qui l'ont adoré, donc qui l'ont détesté. Moi, clairement, je fais partie des personnes qui l'ont adoré, encore le mot est très très faible. Donc, dans Carry On, on suit, comme on a pu le voir dans Fangirl, Simon qui rentre en dernière année de sorcellerie dans l'école de Watford, oui. Pour ceux qui savent pas, c'est clairement inspiré d'Harry Potter, l'auteur le dit, l'auteur l'admet, c'est clairement voulu. Et Simon du coup va commencer cette année un peu bizarrement étant donné que dès qu'il va arriver voilà, sur le chemin de l'école, il va se faire attaquer, sa copine va le larguer, son colocataire l'immonde Baz est abonné absent et il se demande pourquoi. Enfin, voilà, il va y avoir tout un tas de choses en ce début d'année scolaire qui vont l'irriter. Et après il y a toute une intrigue entre lui et Baz forcément. Et c'est juste trop bien à suivre et trop mignon la relation qui va se créer entre les deux et qui va du coup évoluer en amour. C'est... rien que d'en parler, je suis sur un petit nuage. Franchement, c'est tellement mignon. J'ai pas trouvé ça tellement niais pour le coup, parce que quand c'est niais ça m'énerve. Peut-être un poil, mais... je crois que j'avais besoin de ça quand je l'ai commencé, quand j'étais dans ma période où je voulais quelque chose de vraiment doux. Vraiment doux comme la douceur. Et c'était tellement trop bien, franchement, il est énorme. Alors bien entendu, je conseille d'avoir lu Fangirl avant de lire Carry On parce que c'est quand même clairement inspiré de Fangirl. Mais voilà, une petite pépite comme j'en trouve très très rarement dans le domaine de la romance. Peut-être c'est tout simplement parce que je suis plus trop intéressée par les romances hétéros et que les romances voilà, gays, etc. m'intéressent beaucoup plus que la romance dite classique. Mais voilà, en plus de tout ce qui est romance, il y a tout le côté magique qu'il y a dans l'univers qui est juste trop bien. Alors peut-être que les premiers chapitres ont été un peu longs à mon goût parce que voilà, normalement cette fiction écrite par Kat est censée être le dernier tome de la saga de l'auteur qu'elle suit dans son livre et du coup les premiers chapitres sont assez introductifs, dignes d'un premier tome quelque part, ce qui fait qu'il y a quelques longueurs un peu. Mais c'est normal, étant donné que c'est censé être un dernier tome mais qu'on n'a pas accès au premier tome, eh ben forcément il faut qu'elle mette en place une partie de l'univers qu'on n'a pas. Donc voilà, c'est assez étrange. Du coup les premiers chapitres sont un peu longs avec quelques flashbacks, quelques souvenirs de Simon. Ce qui fait qu'on est là, c'est un peu long. Du coup ça vaut tellement la peine après de lire voilà, la suite, la fin, le dénouement de ce que c'est. C'est juste trop beau. C'est... J'ai tellement aimé ce livre. Et après c'est du Rainbow Rowell, je me souviens que j'avais beaucoup aimé Fangirl. J'avais lu aussi Eleanor and Park qui m'avait un peu moins transcendé, mais bon voilà, Carry On est là, il ne quittera plus jamais ma bibliothèque maintenant que je l'ai. Et voilà, un très gros coup de cœur pour cette romance que je conseille énormément. Après avoir lu le Fangirl qui est aussi un très bon roman, presque au coup de cœur, mais voilà, je l'ai beaucoup aimé aussi ce roman. Et voilà, mais Carry On est au-dessus de tout. C'en est fini du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, une très bonne entrée en matière pour l'année 2019. La semaine prochaine, je vous présenterai la palle que j'ai fait pour cette année. Du coup, je vous laisse. J'espère encore une fois que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que ce début d'année 2019 se passe très bien pour vous. Je vous souhaite à tous du coup une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, une très bonne... et bien entendu de super lectures. Bye bye.